Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à vous qui avez choisi, par envie, par curiosité ou tout simplement par hasard, de m'accompagner dans les méandres de mon imaginaire. Je m'appelle Jean Voca, j'ai été élevé aux comics de super-héros, biberonné aux blockbusters américains, à la Japanime, à l'heroic fantasy, et des maîtres de l'univers à Conan le Barbare, d'Highlander à Cowboy Bebop, de la comté du Seigneur des Anneaux au Nostromo d'Alien. Tous ces univers ont façonné mon esprit, l'ont peuplé de monstres, de héros, de guerrières intrépides et de sorciers maléfiques. Autant de personnages qui m'ont fait trembler parfois, galvaniser souvent, accompagner toujours. Laissez-moi vous emmener explorer mon paysage mental et y découvrir les histoires qui y ont germé. Bienvenue dans la cartographie des chimères. L'illustration de couverture est signée Victor Lejeune. La réalisation est assurée par Adrien Larouzet qui a aussi composé la musique avec Apolline Dash. L'épisode du jour s'intitule « On dressera une statue à votre effigie ». On dressera une statue à votre effigie. C'est ce que lui lance le professeur Epson 1 minute avant le début de l'expérience. Frank est un pilote de l'armée régulière. Peut-être pas le meilleur, probablement le plus téméraire. Il n'a rien d'un scientifique, mais l'expérience nécessite quelqu'un capable de piloter une navette à grande vitesse. Le premier chrononaute, c'est comme ça qu'on vous appellera. Les calculs ont été faits et refaits maintes et maintes fois, mais tout n'est que théorique. Le carburant Epson, comme on l'a modestement baptisé, n'a encore jamais été testé et quoi qu'ils en disent, les scientifiques ne sont pas certains que le vaisseau pourra supporter la poussée. Cela dit, le premier voyage dans le temps de l'histoire n'est pas vraiment ambitieux. Frank doit faire un saut d'1 heure dans le passé et se rendre dans un hangar spatial dans les anneaux de Saturne. Là, il attendra qu'on vienne le récupérer 2 heures plus tard, soit dans 1 heure. Pour éviter tout risque de paradoxe, on a fait en sorte qu'il ne puisse interagir avec rien ni personne entre le moment de son arrivée et celui de son départ. On a même coupé toute liaison avec le hangar. Les horloges des caméras de surveillance feront office de preuve quant à son arrivée. La navette décolle de Mars. Une fois sorti de l'orbite, il faut mettre le cap sur Saturne et lancer le processus. Accélération jusqu'à la vitesse de la lumière, mise à feu des réacteurs Epson simultanément avec le déclenchement d'une téléportation, les particules éclatées pourront alors remonter le continuum espace-temps. C'est étrange. Si tout s'est bien passé, je suis déjà en train d'attendre dans le hangar, se dit Frank juste avant la mise à feu. 3, 2, 1... Noir. Frank reprend connaissance. Il ne voit même pas le cockpit autour de lui. Il a vaguement conscience de son corps sans pour autant pouvoir définir dans quelle position il est. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Soudain une explosion. La lumière est partout. Frank cligne des yeux 1 seconde, le cockpit réapparaît autour de lui. La navette est prise dans ce qui ressemble au cœur d'une supernova en ébullition. Des gaz et des poussières de matière en fusion sont projetés en tous sens. Frank doit faire appel à toute sa maîtrise pour éviter la collision. Pas le temps de s'interroger sur ce qui a mal tourné, sur l'endroit où il est arrivé, seulement se concentrer sur les commandes. Le vaisseau dérive dans une brume épaisse de gaz et de poussière, illuminée par des galaxies qui produisent à la chaîne des trous noirs rayonnants et des paquets d'étoiles supermassives qui explosent vite et fort comme un feu d'artifice. La tempête stellaire se calme peu à peu. Le brouillard lumineux se dissipe, les amas gazeux s'agglomèrent en corps célestes. Je suis en plein milieu de la formation d'un système solaire, c'est pas vrai, j'ai dû me matérialiser à l'autre bout de l'univers. Frank ne reconnaît aucune étoile dans le secteur. Ses instruments non plus. Le plus étonnant, c'est la vitesse de déplacement de la navette. En ce qui semble être quelques minutes à peine, Frank sort de la tempête et fuse à travers des systèmes cohérents. Les étoiles se déplacent si vite dans son champ de vision qu'il se demande si finalement ce ne sont pas elles qui sont en mouvement. Est-ce que c'est moi qui bouge ou est-ce que c'est l'univers autour de moi ? À peine cette pensée lui traverse-t-elle l'esprit qu'il voit enfin devant lui se profiler à une vitesse vertigineuse des constellations qu'il connaît. L'espace autour de lui redevient familier, les étoiles reprennent leur place. Enfin, il entre dans le système solaire. Tant bien que mal, il parvient à entamer une décélération en dépassant Neptune et met le cap sur Saturne. Il ne trouve pas le hangar. Quand il se pose enfin sur un des astéroïdes formant les anneaux de Saturne, il s'aperçoit qu'il ne voit plus d'étoiles et que le ciel a pris une teinte grise uniforme qui scintille légèrement. C'est alors que le vaisseau commence à se désagréger à grande vitesse, comme si le temps le dévorait en accéléré. Bientôt, il ne reste plus autour de Frank que son scaphandre. Celui-ci prend une teinte noirâtre et minérale. L'oxygène ne tarde pas à manquer. Frank commence à perdre connaissance. Il suffoque dans son scaphandre devenu rigide. Dans les derniers instants, il a des hallucinations. Le décor change chaque fois qu'il cligne des yeux.
La dernière chose qu'il voit avant que son cœur ne s'arrête, c'est le visage d'un enfant qui sourit. 2 heures après le début de l'expérience, le professeur Epson et ses collaborateurs ne trouvent personne dans le hangar de Saturne. Frank est déclaré perdu corps et biens et l'expérience, échec patent, est enterrée. Au même moment, sur Terre, une classe de primaire visite le musée de la conquête spatiale à Cap Canaveral, dont le clou de l'exposition permanente est, depuis 30 ans déjà, une statue de forme humanoïde en roche noire, découverte par les premiers colons dans les anneaux de Saturne. Fin de transmission.